Bonjour Solange, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On avait eu l'occasion d'entendre parler, enfin vous aviez parlé de vos travaux de recherche pour la table ronde organisée avec Public Montessori il y a quelques mois. Et donc ça nous a vraiment donné envie, enfin en tout cas moi, d'en savoir plus. Et bon, ce jour-là, on était nombreux autour de la table, donc voilà, je ne pouvais pas plus vous donner la parole, mais c'est vraiment très agréable de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez rentrer encore un peu plus dans les détails par rapport à tout ce que vous nous aviez présenté la dernière fois. Bah, merci pour cette, opportunité. C'est vrai que quand on fait de la recherche et qu'on est dans un laboratoire, ben, voilà, on a accès à des informations, à de la nouvelle compréhension, à de la nouvelle connaissance et si il y a on n'a pas d'opportunité de la transmettre et de la partager et bien, elle perd son sens, en fait. Donc c'est vraiment aussi un plaisir pour moi de partager ce qu'on voilà, ce qu'on a au quotidien avec nos résultats de recherche. Bah, en tout cas, si dans l'avenir, vous souhaitez revenir sur le podcast pour nous partager les résultats de vos nouveaux travaux, n'hésitez pas. D'accord, je note. Pour aujourd'hui, on va déjà parler de toutes vos recherches voilà, précédentes. Alors, j'ai remarqué sur le site de l'association, je retrouve le nom, excusez-moi, de l'association des écoles romandes Montessori, vous avez traduit alors pas tout l'article de recherche, mais vous avez en tout cas apporté un résumé peut-être en français. Et j'imagine que c'est pour rendre accessible la connaissance à tous les Français qui ne parlent pas anglais. Oui et puis même si on parle anglais, il faut dire que, être scientifique et faire de la recherche, c'est comme tout, c'est une spécialisation. Donc le vocabulaire utilisé est assez, précis et honnêtement indigeste. Donc lire une publication scientifique, ça peut, hem, vraiment empêcher d'avoir accès au contenu de manière assez, rapide et puis compréhensible. Donc l'idée et le travail que fait cette association romande des écoles Montessori, c'est de mettre à disposition des résumés simplifiés qui donnent accès à tout un chacun à ces découvertes-là. Oui, c'est vrai que maintenant que vous en parlez, je me rends compte qu'il n'y avait pas de termes compliqués, c'était vraiment accessible. Oui, mais en vrai, rien n'est compliqué et Mm. puis, il y a pas de raison que ce soit, pas accessible. Seulement, bah, comme c'est un métier, on utilise des termes plus compliqués et cetera. Mais ça peut aussi être simplement traduit et compris par tout le monde. D'accord. Alors, durant vos années de thèse, vous avez réalisé la première étude jamais menée sur l'impact de la pédagogie Montessori sur le développement cérébral de l'enfant. Et votre thèse met en lumière les mécanismes neurodéveloppementaux sous-jacents que la pédagogie Montessori soutient et permet d'expliquer pourquoi ces enfants développent une pensée autonome et créative entre 5 et 13 ans. Et d'ailleurs, Angine Stoll-Lillard a souligné la richesse et la variété et l'excellence de votre thèse. Alors, ça nous met un peu l'eau à la bouche. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre thèse et de vos résultats? Oui, bah, alors, hem, effectivement, on a c'est les premières études neuroscientifiques sur Montessori et j'avais vraiment à cœur de comprendre, non pas d'aller au-delà de la comparaison entre, une pédagogie très traditionnelle et une pédagogie Montessori, mais vraiment d'aller, chercher dans pourquoi on observe ces différences entre des élèves qui vont dans enfin, qui suivent une pédagogie plutôt traditionnelle ou plutôt, Montessori. Et en fait, en utilisant les neurosciences, ça nous permet d'accéder donc au cerveau de l'enfant et puis d'aller comprendre le lien entre le cerveau de l'enfant et puis son comportement. Et au travers il faut comprendre qu'on a fait vraiment beaucoup d'études différentes et qu'elles ont un peu amené chacune une information sur ces mécanismes fondamentaux de l'apprentissage et en l'occurrence sur l'erreur. Comment l'enfant apprend à faire faux, apprend à se corriger et à quel point, si ce mécanisme-là est soutenu dans une pédagogie Montessori de manière optimale, eh bien, l'enfant garde libre accès à sa pensée créative et va la faire grandir. C'est-à-dire qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait dans un environnement Montessori? Il s'entraîne à faire face à de l'imprévu. Une erreur, c'est simplement un imprévu. Et l'enfant va s'y entraîner librement, librement parce qu'il n'a pas de jugement de valeur sur son travail, il n'a pas la menace de la note, il n'a pas la menace du temps. Donc, en plus, il apprend à coopérer parce que les autres enfants n'ont pas le même âge, donc il va pouvoir les utiliser aussi pour apprendre et s'améliorer. Et donc, en grandissant cette connaissance de l'inattendu qu'est l'erreur, eh bien, il va grandir sa pensée créative.
À Mmh. l'inverse, dans une école traditionnelle, ce qui se passe, et c'est ça qu'on a observé, c'est que ce sont des âges où les enfants sont particulièrement perméables au retour d'informations. C'est-à-dire que s'ils font une erreur, ce qu'on va leur dire à ce moment-là va avoir beaucoup plus d'influence que quand on est adulte. Parce que le cerveau, il est plus plastique pour ces informations-là. Mmh. Un jeune enfant, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il fait une erreur, ou bien où il fait une action correcte ou une bonne réponse, ce qu'on va lui dire, ça va s'imprimer dans son cerveau, ça va créer des routes et des connexions. Donc, dans un système traditionnel, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les enfants, ils commencent à associer le fait de faire juste à quelque chose de très positif. Donc, ça met un jugement de valeur extérieur sur leur travail. Ou alors que faire faux, c'est quelque chose de pas bien, qu'il faut essayer d'éviter les erreurs. Et donc, vraiment, ils vont commencer à faire ces associations-là. Et avec le temps, ils vont simplement apprendre que c'est mieux de mémoriser les bonnes réponses et qu'il faut à tout prix essayer de faire faux. Mais le problème, c'est que être créatif et être innovant, c'est prendre des risques. Donc, c'est aussi surmonter des erreurs. Et donc, c'est exactement ce qu'on a observé. C'est que des élèves Montessori, eux, n'ont rien à perdre puisque quand ils font une erreur ou quand ils font une action correcte, il n'y a pas de retour d'information, de jugement de valeur. Mmh. C'est simplement factuel. Le retour d'information est très factuel. C'est une information sensorielle ou bien c'est une information d'un père, mais ça n'est pas une sanction, ni positive ni négative sur son travail. Et donc, il n'a pas peur, il continue à essayer. Il ne prend pas de risque de perdre quelque chose ou de gagner quelque chose, mais du coup, continue à explorer et à être créatif. D'accord. Et Stanislas Dehaene, parle des piliers de l'apprentissage et le troisième pilier, c'est justement le retour sur l'erreur neutre et immédiat. Donc neutre, c'est ce que vous venez de dire en fait, hein, sans note, sans jugement. Et immédiat, ça veut dire quelques secondes après avoir fait une hypothèse. Si j'ai bien compris, le cerveau, enfin, on fait une hypothèse et si on sait tout de suite si notre hypothèse est bonne ou pas, enfin, c'est l'idéal d'avoir ce retour vraiment quelques secondes après avoir fait l'hypothèse. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on vit un inattendu, donc comme une erreur, eh bien cet inattendu-là, il ouvre une plasticité particulière dans le cerveau. C'est-à-dire que nos sens sont en alerte et on est beaucoup plus plastique pour changer, pour réimprimer quelque chose. Mmh. Ce qui se passe, c'est que si on n'a pas corrigé, c'est les connexions qu'on a faites qui vont se renforcer. Simplement dormir renforce les connexions, par exemple. Alors que si on a pu corriger tout de suite, eh bien on va renforcer la, bonne, la bonne voie et pas renforcer l'erreur. Le fait de ne pas recevoir un retour immédiat fait qu'on consolide une erreur. Si on s'est trompé, on consolide l'erreur, le fait de ne pas avoir eu ce retour? Eh ben, disons qu'on garde cette connexion comme impossible, en tout cas. D'un point Mmh. de vue cérébral, puisqu'on l'a fait, c'est qu'on a créé un lien. Et puis, si ce lien-là n'a pas été recorrigé ou réajusté, eh bien, il est encore là. Et D'accord. puis, il faut juste savoir qu'effectivement, quand on dort, on va réactiver des connexions qu'on a faites durant la journée. Donc, ça les renforce. Peut-être pas autant que si on répétait plusieurs fois les mêmes erreurs, mais il y a quand même une installation du processus qui Mmh. est non corrigée, disons. Donc dans une classe traditionnelle, quand un enseignant redonne une évaluation, le lendemain ou quelques jours plus tard, on n'est pas du tout dans le retour, immédiat. Donc ça laisse l'erreur un peu se consolider et s'installer? Le fait de ne pas avoir eu la correction plus tôt? Oui, et disons qu'en tout cas, ça n'aide pas l'enfant à mettre en place des bonnes, vraiment à mettre en place la bonne connexion. Donc, ça veut Ouais. dire qu'il va garder quelque chose de flou, parce que même au moment où il reçoit la correction, les enfants sont beaucoup plus dans le moment présent que nous. Et voyager dans le temps, c'est pas aussi facile pour eux que nous, c'est-à-dire que c'est un processus assez abstrait. Eux, ils sont beaucoup plus dans l'immédiat et dans le concret. Et donc, revenir sur quelque chose qui s'est passé un autre jour et se replonger là-dedans, eh bien, c'est plus difficile comme exercice. Ça leur met de la difficulté supplémentaire plutôt Mmh. que de se corriger dans l'immédiat. Et donc, même dans le cas d'une évaluation sommative, à la fin d'un chapitre, on veut évaluer vraiment les connaissances, les compétences des enfants. Même dans ce cas-là, il faudrait, je ne sais pas moi, leur laisser leur feuille ou trouver une solution pour pouvoir quand même leur apporter cette autocorrection? Oui, c'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal ou même leur donner l'opportunité de se corriger par eux-mêmes. Mmh.
C'est-à-dire que d'indiquer que quelque chose n'est pas juste, par exemple, puis après de leur donner des pistes pour aller chercher l'information ou pour trouver par eux-mêmes, ou autant que possible faire ce processus d'autocorrection Mmh. par eux-mêmes. Et nous, ce qu'on a observé justement, c'est que les élèves Montessori, enfin tout un chacun, peu importe la pédagogie, dans le mécanisme d'apprentissage par rapport aux erreurs, d'abord, on a besoin de temps. On a besoin de détecter qu'on a fait faux et de prendre le temps de s'autocorriger. Plus on aura été lentement dans cette première étape, plus la deuxième étape où on détecte de manière automatique l'erreur, enfin, assez automatiquement les erreurs et on s'autocorrige, est rapide. Mais Mmh. si on n'a jamais appris à s'autocorriger au départ, eh bien après, ça donne ce sentiment de désespoir, c'est-à-dire que l'élève fait faux, puis il a l'impression qu'il n'y peut rien. Mmh. Donc il faut absolument que les élèves, peu importe leur âge finalement, mais qu'ils expérimentent par eux-mêmes, qu'ils fassent l'expérience que quand on fait une erreur, on peut se corriger. Mmh. Et ça alors, au début, ça prend du temps de faire ce processus-là, mais plus on aura répété ce processus-là, plus on va l'automatiser et plus ultérieurement, quand on rencontre des erreurs, moins on est ralenti parce qu'on sait qu'on a les ressources pour se corriger. Et il faut que vraiment l'élève sente par lui-même qu'il a les ressources pour se corriger quand il fait faux. Sinon, s'il n'a pas eu ce moment-là d'expérience, faire une erreur, c'est paniquant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de moyens pour réussir. Mmh. Et ça serait quelque chose d'assez simple à mettre en place dans des classes du CP au CM2, même sans parler d'école Montessori, une classe traditionnelle, proposer plus d'autocorrection, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Alors, absolument, c'est le changement le plus gratuit du monde. C'est, je pense qu'il y a deux choses. C'est donner des opportunités de s'auto-corriger aux élèves. Et l'autre chose, c'est s'éduquer soi-même en tant qu'adulte à ne plus mettre de jugement de valeur, enfin de jugement comme bien ou mal sur le travail des élèves. C'est vraiment apprendre à entrer dans des processus beaucoup plus descriptifs et factuels quand on donne un retour à l'enfant sur son travail. Mmh. Et là où je dis c'est vraiment se rééduquer parce qu'on est issu de cette culture-là, nous adultes, et c'est plus difficile pour nous de changer que pour les enfants d'accepter ce changement-là. Oui. Mmh. Nous, c'est ancré depuis plusieurs années, enfin de nombreuses années, donc c'est plus difficile, de changer. Exactement. Puis on a le sentiment qu'il faut faire du renforcement positif ou il faut faire du renforcement punitif ou négatif pour que l'enfant apprenne. Or non, il est intrinsèquement intéressé à apprendre. Et si on ne dévie pas cette motivation intrinsèque par des jugements de valeur extérieurs, aux âges où le cerveau est particulièrement plastique à ces retours d'information, eh bien on garde intacte cette envie d'apprendre et ce comportement exploratoire. J'ai une question qui me vient, alors elle est peut-être pas facile, mais un enfant qui vit ça au quotidien et les parents cherchent du soutien en dehors de l'école. Comment aider ces enfants pour, déjà peut-être tout simplement en leur faisant prendre conscience que l'erreur, fait partie du processus d'apprentissage, que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'une erreur ça ne dit rien de leur personne. Est-ce que c'est possible en fait d'aider un enfant qui vit ça au quotidien en dehors de l'école? Voilà, c'est ça ma question. Donc qui vit, je ne suis pas sûre de comprendre, le Oui. ça au quotidien, c'est Un enfant qui est dans une classe où il y a des jugements de valeur. Il y a des notes, un enfant en difficulté qui a des mauvaises notes, alors parfois des bonnes, mais souvent des mauvaises. Et les parents cherchent du soutien en dehors de l'école. Est-ce qu'en dehors de l'école, c'est possible quand même d'aider cet enfant, même il vit ça au quotidien tout le temps? je pense que c'est une excellente question. Je pense que tout ce que vit l'enfant va s'imprimer d'une manière ou d'une autre. Et puis après, bah, c'est une question de fréquence, certainement. Mmh. Mais ce qui n'empêche qu'il vit à un endroit, à un moment donné dans sa vie où il est plastique pour ça, un lieu où il l'expérience pas, où on lui parle et puis on lui dit théoriquement que c'est pas Mmh. grave de faire faux, parce que ça, on peut leur dire ce qu'on veut, si ça, c'est tellement abstrait que ça Mmh. va rien leur changer. Mais qui font l'expérience par eux-mêmes que de se tromper n'a pas de conséquences plus graves que ça, et qu'ils ont les compétences intrinsèques de s'autocorriger, de surmonter les difficultés, eh bien, ils vont, voilà, ça va s'inscrire en eux comme étant impossible. Mmh. D'accord. Comment comprendre qu'il n'y a pas, enfin
l'enfant, à la base, il est câblé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il apprend que ça devient dangereux Mmh. d'explorer des erreurs. Donc, ils ont encore ça quelque part en mémoire, que c'est possible d'explorer. Donc, ça peut revenir aussi très vite. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle énormément des erreurs, des erreurs, des erreurs, mais c'est quelque chose qui est certainement vrai pour les adultes. Pourquoi? Parce que nous, c'est rare de faire des erreurs. Donc, si c'est rare, ça va attirer notre attention et on va apprendre. Donc oui, nous apprenons de nos erreurs. Mais il ne faut pas oublier qu'un jeune enfant, dans son processus d'apprentissage, au début, c'est rare de réussir. C'est pas rare de faire faux. C'est rare de faire juste. Donc leur attention, elle est où? Elle est là où c'est rare. Notre attention, d'une manière générale, va là où il y a quelque chose d'inattendu. Mmh. Pour un jeune enfant, logiquement dans son développement, au début, ce qui va attirer son attention, c'est de faire juste. Donc on doit arrêter de mettre autant d'importance sur cette question d'erreur. Ce n'est pas du tout là où est leur attention d'apprentissage. En Mmh. réalité, c'est aussi ce qu'on trouve dans nos résultats de recherche. En réalité, les jeunes enfants au départ, ce qui va vraiment attirer leur processus de mémorisation et d'attention, c'est de faire juste. Mmh. Et c'est quand ils font juste, c'est dans ces moments-là où il faut surtout ne donner aucun jugement de valeur et dire plutôt des informations factuelles. Ah, tu as trouvé le chemin, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est ça qui les attire, c'est d'y arriver. C'est pas de ne pas, c'est beaucoup moins lié aux erreurs. Ça, c'est une vision très très adulte. Et je pense qu'on a aussi une culture et une société qui est très orientée sur l'erreur, mais qui est le produit dérivé des adultes, et que si on veut partir du point de vue de l'enfant, il faudrait accepter que peut-être eux n'ont pas à apprendre de leurs erreurs, mais ont plutôt à apprendre de leurs actions correctes. Et c'est à nous de nous éduquer à ce moment-là, déjà dans notre vocabulaire, dans nos retours d'information, et d'en dire, utiliser le fait qu'ils ont cette attention spontanée pour faire juste, pour soutenir leurs apprentissages Mmh. là-dedans, plutôt que de toujours tout centrer sur l'erreur. Et ce qui ne va Ouais, pas, et ce qui n'est pas bon. ouais, ouais, c'est très intéressant. Et lors de cette table ronde, vous aviez précisé que pour les élèves, qui sont dans une école traditionnelle, ça leur crée une peur de l'erreur énorme. Alors moi, je le vois bien avec les enfants que j'accueille là, pendant mes ateliers. Ça fait 5 ans que j'accueille des enfants le mercredi et les vacances. Et voilà, depuis 5 ans, j'essaye, hein, de réparer un peu cela. Je passais beaucoup de temps à leur répéter, et là, vous venez de dire que c'est plus leur faire vivre, hein, que leur répéter. Mais d'ailleurs, je parle de réparation. Est-ce que vous pensez que c'est réparable ou rattrapable? Donc, vous nous avez dit oui un petit peu, mais c'est la fréquence de ce qu'ils vont vivre qui va avoir de l'importance? La fréquence, puis aussi, on ne sait jamais, on sait jamais. Il y a peut-être une fois un événement qui va attirer consciemment leur attention sur quelque chose, et ça va les marquer une fois, ce sera le bon moment, puis ce sera l'événement qui va faire une transition dans leur connectivité de manière conséquente. On ne sait jamais. On ne sait jamais si c'est une question de combien de répétitions, de quelle manière. C'est pour ça qu'il faut absolument que les enfants le vivent, et puis il n'y a pas de règle générale après. Mmh. Mais je pense qu'il faut toujours se souvenir que la plasticité cérébrale existe, donc rien n'est une fatalité, et que tant qu'on transmet l'information à l'enfant qu'il a les ressources et les moyens de de surmonter ses propres difficultés et d'y faire face, eh bien, ça lui donne des possibles dans sa tête. Mmh. C'est vrai que là, je suis en train de réaliser, je dis que je leur répète. C'est vrai que je leur fais vivre évidemment, mais j'avais tendance aussi à leur répéter comme si je voulais en rajouter encore une couche pour être sûre que ça fonctionne vu que je les vois pas longtemps par rapport à leur temps d'école. Oui, après, je pense que l'enfant, s'il a une bonne expérience, et puis surtout par rapport à la réussite, c'est surtout ça qui a le potentiel de les faire changer. C'est moins par rapport à l'erreur, quand Mmh. ils ont peur de l'erreur, par exemple, c'est plutôt de voir que, bien, dans les situations, ils ont réussi à réussir. Ouais, ouais. Ça, et l'autre chose, c'est que quand même, il faut entendre, oui, la plasticité existe jusqu'à la mort cérébrale. Il faut quand même entendre que nous, ce qu'on trouve quand même dans nos travaux de recherche, c'est que cette plasticité par rapport à l'erreur, elle est particulièrement vraie entre 6 et 12 ans. Et donc, c'est dans ces âges-là où quand même les fondations des réactions automatiques qu'on a à l'âge adulte ou à l'adolescence par rapport au fait de faire faux s'installent. Donc, c'est quand même dans ces moments-là où ça a une importance un peu plus capitale que... Voilà.
D'accord. Et cette peur de se tromper, est-ce que c'est un biais inné ou acquis? Alors c'est justement ce qu'on montre, c'est que c'est absolument, acquis. C'est-à-dire que oui, le sens du risque, heu, il existe, il est aussi là pour notre, survie, mais d'un point de vue cérébral, une erreur, c'est un signal de surprise en quelque sorte et c'est pour ça que vous aimez d'ailleurs, bien les tours de magie normalement, parce que ça génère chez vous de la surprise, et quelque chose d'inattendu. Vous ne trouvez pas ça désagréable? N'empêche qu'il y a un moment donné où vous avez eu ce même sentiment que dans un tour de magie, il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé devant vous et à ce moment-là, on vous a donné un retour d'information que vous avez associé et ce retour d'information que vous avez associé, il est acquis. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui vous a donné un retour d'information sur ce que vous venez de vivre. Mmh. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle de l'acquis par l'expérience et le fait qu'il y ait une grande association en fait, entre le fait de faire faux et que c'est quelque chose d'extrêmement négatif, ça, c'est pas normal et on l'observe pas du tout, par exemple, chez les élèves, Montessori. Ils ont pas ces associations-là, cette asymétrie qui s'installe entre le fait de faire faux étant vécu comme quelque chose de négatif et faire juste comme quelque chose de positif. Mmh. Pour eux, ça n'a pas de jugement de valeur, c'est purement factuel. Ce qui montre bien qu'on peut ne pas l'acquérir, ce biais-là. Bah oui, oui, c'est vrai. D'où Et ça par contre, il faut quand même préciser qu'il y a une part génétique, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que cette sensibilité, au retour d'informations, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que la manière dont on va vivre ce retour d'informations, eh mmh, bien ça, c'est notre histoire à nous. Donc il y a toujours une discussion entre la personne et son environnement. N'empêche qu'un environnement qui ne donne pas ces retours d'informations laisse beaucoup plus de chance aux gens qui sont extrêmement sensibles aux retours d'informations. mmh, d'accord. Et est-ce que les enfants qui ont suivi une scolarité Montessori sont plus sereins pour passer des examens, ont plus d'assurance pour un examen à l'oral, du fait justement que l'erreur n'ait pas été stigmatisée? Alors, pour l'avoir personnellement, vu et observé chez des adolescents qui préparaient ce qu'on appelle enfin le baccalauréat suisse, qu'on appelle la maturité, ce sont des élèves que non qui ne sont pas stressables, qui sont extrêmement, hem, conscients de leurs compétences. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, bons partout et heu, ils savent exactement où ils doivent investir du temps ou pas et pourquoi ils le font. Et ils sont très au clair aussi au moment où ils sortent de l'examen, ils arrivent à s'évaluer assez, nettement et ça, c'est aussi des résultats de recherche qu'on a, où on a demandé aux enfants à la fin d'une tâche de s'auto-noter en fait, de s'auto-mettre une note. Et en fait, les élèves Montessori arrivaient au centième près à s'évaluer de manière extrêmement juste sur leurs, résultats. Alors que des élèves d'école traditionnelle étaient peu objectifs sur ce qu'ils avaient fait. Mmh, Soit une tendance à se surévaluer ou à se sous-évaluer, ce qui donne quand même une information de cette compétence, enfin de cette connaissance de soi-même et de cette connaissance de ses propres compétences qui est intrinsèquement liée à comment on arrive à se gérer soi-même et donc comment est-ce qu'on arrive à se gérer soi-même dans des situations où il y a de l'inattendu, où on doit faire des projections, on doit évaluer ses projections, etc. mmh, d'accord. Et toujours lors de la table ronde, vous aviez parlé d'inflexibilité mentale et de la peur d'autrui. Donc comment vous étiez arrivé à cette conclusion? Ben, en fait, le processus de gérer l'inattendu, donc le processus de la gestion de l'erreur. Une erreur, c'est quoi? On a dit, c'est un signal de surprise qui survient quand quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Donc, on a vu, c'est vrai pour soi-même. Si on fait, une erreur, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et puis on a ce retour d'information. Plus on est à l'aise avec ce mécanisme-là, plus on a une flexibilité mentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas être figé parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que il semblerait, ça c'est les résultats qu'on a plutôt actuellement, on avait les prémices de ça pendant mes travaux de thèse, ça semble se confirmer. Eh bien, ce qui est vrai pour soi-même, par rapport à soi-même, eh bien, c'est aussi vrai socialement. Parce que l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est quelqu'un de différent, donc c'est quelqu'un d'inattendu, puisqu'il est différent de moi,
je ne peux pas prédire qui ou comment il fonctionne. Et si on est à l'aise avec la différence, donc à l'aise avec l'inattendu, on est à l'aise avec les autres, puisque les autres ont le droit d'exister comme ils sont. On ne les attend pas à un endroit figé, comme on n'attend pas la bonne réponse dans une circonstance. D'accord. Les élèves Montessori qui développent cette capacité à faire face à de l'inattendu n'attendent pas les bonnes réponses. Ils sont curieux de cet inattendu et ils vont aller l'explorer. Donc ils deviennent bien sûr ouverts à l'autre, puisqu'ils sont curieux de l'autre et de sa différence, et de comprendre qui il est, et de co-créer avec. Sinon, on se met en compétition avec les autres, puisqu'on les attend quelque part, on va les comparer à ce qu'on attendait, etc. Donc on est déçu des autres, ou etc. D'accord. On a actuellement, mais ce qui ouvre aussi la question de s'il y a une fenêtre de plasticité pour gérer cet imprévu. Donc est-ce qu'il y aurait une période sensible pour apprendre à faire faux, mais avec la conséquence que cette période sensible, elle est aussi vraie au niveau social de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a aussi une fenêtre de plasticité pour apprendre à agir avec les autres enfants en l'occurrence, parce qu'ils ont l'air d'avoir une grande attirance pour leur père à ces âges-là, entre 6 et 12 ans. Mais ça veut dire qu'ils doivent vivre aussi une diversité sociale. Or, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On met les enfants du même âge dans une même classe, faire les mêmes choses au même moment. Donc, les Donc, racines de notre pardon. tolérance sociale se trouvent peut-être sur les bancs d'école. Donc le multi-âge a cet avantage-là aussi. Ben oui, parce que le multi-âge offre quoi? Une diversité d'expériences sociales. Donc, Mmh. l'enfant s'entraîne dans l'inattendu, mais aussi au niveau social. Donc, on ferait des êtres certainement beaucoup plus tolérants et collaborants en les entraînant à cette diversité, plutôt qu'en figeant, en mettant de l'inflexibilité dans cette diversité, puisqu'ils n'ont juste pas l'occasion de la vivre dans un enseignement très traditionnel. Ouais, c'est vraiment, super intéressant tout ce que vous dites et du coup maintenant on pense que vous avez découvert tout ça, comment on fait? Enfin, quel est le rôle de l'institution par rapport à ce droit à l'erreur? On ne peut pas juste savoir tout ça et s'arrêter là, il faut la suite. Oui, je pense qu'un des majeurs problèmes de tout ça, ben, si on sait tout ça, voilà, on a fait des études, on a comparé des élèves issus d'écoles Montessori à des élèves issus d'écoles traditionnelles. On voit que ben, les élèves issus d'écoles traditionnelles ont cette envie de trouver les bonnes réponses tout de suite, d'aller vite et de ne pas se tromper, ont moins accès à leur potentiel créatif, ont du coup moins accès à ce qu'on pourrait appeler du critical thinking, donc cette capacité de penser par soi-même, puisqu'on a une tendance à imiter ce qu'on observe pour rester dans le connu. Et on a facilement peur des autres, on est moins capable de collaborer. Eh bien, il faut quand même réaliser que la majorité des adultes décidant de l'éducation sont issus de ces systèmes scolaires-là. Donc, ces biais-là nous concernent adultes tous. On a pour la plupart peur de faire faux, on a une tendance à la compétition, au court terme, à la vision vraiment très limitée du résultat immédiat. Et donc, comment changer un système avec qui on est? Moi, j'ai envie de dire, il faut changer qui on est à la base Mmh. pour réfléchir autrement. Mais on ne va pas trouver, mais je crois que ça, c'est une vraie citation d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même schéma de pensée avec lequel on l'a créé. Mmh. Du coup, il va falloir déjà admettre, je pense, admettre que nous avons ces biais-là en tant qu'adultes et que nous sommes qui nous sommes parce qu'on est aussi le résultat de cette éducation-là. Mmh. Mais ça demande déjà, voilà, je pense, de réfléchir à soi et ce n'est pas forcément la démarche actuelle. Mmh. D'accord. Et dans toutes vos études, vous comparez à chaque fois des enfants, issus d'écoles Montessori et des enfants issus d'écoles traditionnelles? C'est toujours le même principe? Alors, pour ma thèse, oui. À l'heure actuelle, plus vraiment. C'est-à-dire que, bah, oui, bien sûr, quand on fait un travail scientifique, on doit besoin, ce qu'on obtient comme résultat la plupart du temps, ce sont des comparaisons. On doit comparer 2 choses pour voir des différences et donc c'était l'idée de départ. En Suisse, on a
un plan d'éducation nationale très homogène. Donc c'était une chance de pouvoir travailler avec des enfants d'écoles traditionnelles on savait que leur milieu scolaire était assez homogène, et avec des écoles Montessori, parce que fondamentalement, il y avait des différences énormes dans voilà, dans cette relation à l'erreur, Mmh. dans cette gestion de l'erreur. Maintenant, ça nous a ouvert tout un champ de recherche, justement par rapport à l'apprentissage entre pairs. Comment est-ce que les enfants apprennent entre eux? Mais ça va au-delà de la pédagogie. C'est vraiment comment, du coup, ces mécanismes fondamentaux de la gestion de l'erreur qui permet une pensée créative, fluide et créative, peut être soutenu. Une des choses qu'on observe dans les environnements Montessori, c'est cet apprentissage entre pairs. Et donc là, on a étudié ça, mais peu importe finalement le milieu scolaire, les enfants ont ces mécanismes cérébraux. Et c'est ça qu'on a pris, donc on est au-delà de la pédagogie à l'heure actuelle. Puis il y a aussi beaucoup de choses chez les adultes, parce que ça nous permet de comprendre justement qui nous sommes adultes et d'où on vient par rapport à cette relation à l'erreur. Donc là, ce sont les études sur lesquelles vous travaillez là actuellement? Oui, exactement. D'une part, et puis d'autre part, donc vraiment cette relation d'apprentissage entre pairs, mais aussi on a toute une partie, toute une dimension qui est de continuer à suivre ces élèves qu'on a vus une première fois, et maintenant ils ont grandi, ils ont 3 et 4 ans de plus, et ils reviennent nous voir, et nous on se demande, ok, quelle est leur courbe développementale maintenant, et justement, est-ce que ces élèves qui grandissent une capacité de faire face à l'imprévu plus grande, qu'est-ce que ça donne socialement, etc. Mmh, d'accord. Et dans vos études, pourquoi vous n'incluez pas d'enfants à besoins particuliers? Alors, je pense que ce serait extrêmement intéressant de le faire. Après, il fallait démarrer quelque part. Mmh. Et quand on inclut des enfants avec des difficultés d'apprentissage, il faut savoir il y a énormément de difficultés d'apprentissage différentes. Donc ça demande de les caractériser, de comprendre depuis quand, de pourquoi, ce qui est en soi déjà un challenge scientifique. Mmh. Donc pour s'affranchir de certains challenges, on a commencé par quelque chose d'assez simple pour comprendre ce mécanisme fondamental. Maintenant qu'on est tombé là-dessus, on pourrait inclure des élèves en difficulté. Et puis après, c'est aussi une question de financement, de temps. Mmh. Mais je pense que ce serait extrêmement prometteur et intéressant de le faire, et justement d'aller étudier ces mécanismes par rapport à l'erreur, parce que je pense qu'il y a un grand facteur émotionnel qui s'installe chez ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui peut-être ne s'installent pas de la même manière ou ne s'installent pas du tout s'ils sont dans un environnement qui est beaucoup plus libre par rapport à l'échec et par rapport au fait d'explorer. Mmh. Et lors de la table ronde, vous aviez parlé de pièces de puzzle pour comprendre qui est l'enfant et comment il se développe. Alors j'aime beaucoup cette métaphore et si on imagine qu'il faudrait, 100 pièces pour que le puzzle soit complet. Aujourd'hui, combien de pièces vous avez? À peu près? Je suis même pas sûre d'en avoir une. Ah ouais? Je pense qu'on est hyper loin je pense que en fait, la réalité de l'enfant, on est loin, mais vraiment loin d'avoir compris. Alors sur un puzzle de 1000 pièces alors, sur un puzzle de 1000 pièces. Non, mais surtout que pendant longtemps, on a vu un peu les enfants comme étant une chose, alors que, à mon avis, c'est des processus extrêmement dynamiques et changeants, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et on s'est beaucoup intéressé aux enfants qui allaient pas bien ou qui avaient des soucis, ou qui avaient vécu des traumatismes, et encore tellement peu à l'enfant qui, biologiquement, a tout pour aller bien. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas bien à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'on a encore tellement à découvrir, ce qui est très heureux, parce que je compte bien ne pas m'arrêter là, et avec espoir finir un jour avec peut-être une pièce du Pulse à 1000 pièces. Ah ouais, c'est marrant parce que je m'attendais pas à cette réponse. Donc ça montre encore toutes les recherches possibles et tout ce monde qui s'offre à nous, enfin toutes ces recherches qui s'offrent à nous. Oui, puis en même temps, je pense que ça met beaucoup d'espoir, hein, parce que je suis quand même convaincue que ce qu'on observe avec quand même ce mal-être euh, dans les écoles, quand même, faut oser le dire, il y a un réel mal-être qui s'installe autant chez les élèves que chez les enseignants que dans les directions. Peu de gens s'y retrouvent, peu de gens s'épanouissent, aussi au niveau des parents, parce que voilà, on voit bien qu'il y a un mal-être grandissant.
Donc, il va falloir amener du changement, mais plus on peut amener ce changement basé sur de la connaissance et de la compréhension, plus il sera durable. Et donc, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle que la science n'en soit qu'au début, mais que ce soit au début au bon moment. Ouais. Bon, ce qui est fascinant quand même, c'est de se dire que sans IRM, Maria Montessori est quand même, avec sa rigueur scientifique, son esprit visionnaire et profondément humain, elle a été capable de comprendre autant l'enfant. Et la justesse de ses observations, elle est quand même impressionnante. Et d'ailleurs, est-ce que, j'ai l'impression, mais j'aimerais avoir votre confirmation, aucune étude récente n'a remis en question un de ces principes? À ma connaissance, pas. Ouais. À ma connaissance, pas. Et à ma connaissance, elle est absolument pas encore dépassée, même en termes de ce qu'on arrive à faire avec des neurosciences. Maintenant, elle est même pas encore du tout dépassée. Et l'autre chose, c'est qu'elle a jamais été autant d'actualité, parce qu'on voit que tout ce qu'un environnement Montessori permet de développer, ça répond aux problèmes que l'on a actuellement. Et l'autre chose, c'est que oui, c'était vraiment une grande femme, et une grande femme scientifique, c'est-à-dire qu'elle avait cette rigueur de l'observation. Comme vous dites, elle n'a pas trahi la réalité de l'enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont peut-être ce génie-là à la base, mais qui à un moment donné en font des théories, et Mmh. après font en sorte que la réalité entre dans leur théorie. Et je pense qu'elle a eu l'immense sagesse de ne jamais avoir réellement de théorie sur le développement de l'enfant, mais d'essayer de toujours observer. Ouais, d'être toujours en recherche, Voilà. ouais. Donc, elle devait être elle-même extrêmement à l'aise avec l'inattendu. Mais pourtant, elle avait dû vivre ce système-là aussi. Dans Voilà, ce bah, c'est ce qui dit aussi qu'effectivement, ben, il n'y a pas que l'école, il y a aussi cette question génétique. Il y a des gens qui Ouais, sont plus ou moins perméables à ce retour d'information. ouais, Et évidemment, il y a aussi l'environnement familial et les expériences de vie. ouais. Vous me tendez une perche là parce que je me posais une question. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui a l'opportunité de développer ses fonctions exécutives à la maison, mais pas dans le cadre de l'école, pourra s'en servir à l'école? Enfin, ma question, c'est est-ce que du coup, c'est transférable? Alors, un apprentissage bien fait, c'est un apprentissage transférable. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du contexte, mais c'est que la compétence est acquise. Elle est vraie partout. Mmh. Donc oui, s'il le fait à la maison ou dans un autre contexte, comme le sport par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui se construisent par exemple au travers du sport et de la compétition. On sait qu'il y a certains sports qui entraînent les fonctions exécutives. Ce sera transféré ailleurs. Mmh. D'ailleurs, les grandes limites de tous ces entraînements entre guillemets artificiels aux fonctions exécutives qui se font sur tablette, les exercices qu'on peut faire de manière forcée ne sont pas le reflet de la vraie vie. Et Mmh. ça, le cerveau le comprend très bien. Donc, il va développer des fonctions exécutives propres à ce contexte-là, mais il n'y aura pas d'effet de transfert. Mmh. Plus les activités sont proches du vécu de l'enfant et que c'est un sens pour lui, eh bien, ce sera un réel apprentissage, c'est-à-dire qu'il y aura transfert. Oui, je crois avoir lu que, essayer de développer sa mémoire de travail avec un logiciel n'a pas vraiment d'intérêt parce que, ça ne sera pas transférable, lors d'un exercice en classe. Voilà, c'est exactement ça. Simplement parce que votre cerveau comprend bien que ça lui est pas utile, il voit pas le sens dans la vraie vie, donc du coup, il va le stocker pour cette fonction, enfin pour ce jeu-là, mais pas pour autre chose. Mmh, d'accord, et j'aimerais savoir si vous aimeriez rebondir sur les paroles de André Robert Froid, le président d'honneur de l'AMI. En 2017, il soulignait à quel point nous ne savons pas de quoi sera fait le monde de demain, ni quels seront les défis auxquels les enfants d'aujourd'hui devront faire face dans leur vie future. Donc, il précisait que le rôle de l'éducation n'est pas tant de transmettre aux enfants ce que nous savons déjà, mais de leur permettre de se construire à la fois un bagage et une compétence personnelle afin d'être aptes à trouver leur route dans le monde qui les attend et à y avoir un impact constructif. Et il concluait en disant que c'est cela que fait la pédagogie Montessori, plus d'un siècle après sa fondation, et qu'elle se révèle aujourd'hui tout autant d'actualité, si ce n'est encore plus. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit, vous auriez envie de rebondir sur ces paroles très puissantes? Alors je pense que c'est tout à fait vrai. Et justement, quand on tombe sur là, avec ces travaux de recherche, où on est tombé sur ce mécanisme fondamental de l'apprentissage, qui est cette gestion de l'erreur, donc cette gestion de l'inattendu, c'est exactement ça. C'est
c'est le principe fondamental d'un être humain, c'est de s'adapter à son environnement et d'y devenir autonome. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est voyager avec soi-même, la capacité de se réguler sans dépendre de l'extérieur. Et si on est capable de faire ça, bah on peut tout, on peut faire face à n'importe quoi dans la vie et innover. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, ce principe de la relation à l'erreur, c'est-à-dire que comme à aucun moment ce système est biaisé par des jugements de valeur extérieurs, les élèves Montessori construisent leur propre référentiel et donc sont libres de voyager avec, sont libres de penser, sont libres de créer et sont prêts beaucoup mieux à faire face au monde à venir, qui va être effectivement plein de challenges. En 2017, ils ne savaient pas encore qu'il y aurait un challenge sanitaire, mais n'empêche qu'effectivement, ils sont plus adaptables finalement que des personnes issues d'un système très traditionnel où on a cette Mmh. inflexibilité à l'adaptation. Ouais, ouais, en fait, c'est vraiment pas juste l'erreur, c'est aussi tout ce que ça implique, autour, quoi. Bah Et oui, ouais, c'est c'est un ça processus c'est ça, d'adaptation. dont je viens de prendre conscience aujourd'hui. Et justement, vous avez fait une étude aussi sur la mémoire sémantique et la pensée créative. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, la non, je suis juste curieuse où vous avez cette information parce que le papier sort la semaine prochaine. Ah bah, j'ai pas triché, hein, Vous sur avez le des site vous avez des sources, hein. non, 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 sur le site que vous m'aviez donné, de l'association des écoles romandes Montessori. Ah oui, alors eux, ils ont tout en avant-première, effectivement. Donc le papier sort la semaine prochaine, mais effectivement, on a regardé bah, cette question d'adaptabilité. Comment est-ce qu'on... C'est le but de n'importe quelle espèce vivante, c'est de s'adapter à son environnement, sinon on ne survit pas. Et donc nous sommes génétiquement programmés pour nous adapter, et c'est pour ça qu'il y a ces fenêtres de plasticité, parce qu'on doit apprendre à gérer notre environnement et donc à gérer l'inattendu et s'y adapter. Et c'est ce que font les enfants, c'est d'abord au niveau physique et sensoriel, ensuite au niveau de la pensée, c'est ce qu'on appelle l'erreur, et après au niveau social. Et, et voilà, mais pour s'adapter, ben, il faut comprendre notre environnement. Donc il faut que les concepts, on les ait organisés, on ait compris ce qu'on avait autour de nous. Et c'est ce que montre cette étude, c'est-à-dire que la manière dont les élèves Montessori vont euh, mettre en lien les différents concepts, à la base, se fait de manière beaucoup plus flexible. Le simple fait d'expérimenter au quotidien les concepts de manière beaucoup plus interdisciplinaire, de les voir de différents points de vue, de les mettre en lien par eux-mêmes, de faire des liens, des choses beaucoup plus concrètes et de construire à partir de ça, d'apprendre à classifier, parce qu'ils font énormément de classification, eh bien, ça organise en mémoire leurs concepts de manière beaucoup plus enrichie et flexible. Et du coup, c'est les bases de la pensée humaine. Mmh. Quand on pense, on utilise ce qu'on a comme concept. Mmh. Ça, on le sait. Mais en fait, on va aussi les utiliser comment on les a organisés. Donc, si on les a organisés de manière extrêmement rigide, limitée et inflexible, eh bien, notre pensée va être comme ça. Mmh. Et des élèves qui arrivent à avoir les choses de manière beaucoup plus souple et flexible bah, vont être plus créatifs. Mmh. Mais pour vous donner un exemple, si par exemple je vous dis chat, la probabilité que la plupart des gens disent chien est très grande. Mmh. Ça reflète quoi? Ça reflète simplement que chat et chien sont mis côte à côte dans votre mémoire sémantique. Mmh. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu beaucoup de fois de la sorte et vous avez souvent expérimenté de voir des chiens et des chats dans la vraie vie pas loin ou dans les histoires que vous avez lues. Et bien, c'est exactement ça. Tous vos concepts sont organisés entre eux. Et le problème de l'école traditionnelle, c'est que souvent, on apprend les concepts de manière assez abstraite, Mmh. beaucoup par cœur, donc elles n'ont pas forcément un sens. Et surtout, c'est souvent un point de vue, c'est amené d'une seule manière. À ces âges où le cerveau est extrêmement plastique pour ces informations, ça peut leur donner l'illusion que c'est comme ça qu'ils sont organisés dans la vraie vie. Et donc, ultérieurement, c'est comme ça qu'ils vont les utiliser. Et ils vont être mal à l'aise d'aller déranger ces organisations-là. D'accord. Et la semaine prochaine, je vais avoir l'opportunité d'interviewer, Marie-Hélène Limordino-Yang, donc en anglais du coup, mais pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais, je vais vous poser aussi la question à vous. Je crois que vous avez étudié aussi les capacités de perception émotionnelle des élèves de 8 à 12 ans. Est-ce que s'il vous reste quelques minutes, vous voulez bien nous en parler?
Oui, bah, alors ça va avec cette question d'inattendu, au niveau social. C'était un peu la base de ces questions-là qu'on explore actuellement. Ben, on a observé que des élèves d'écoles traditionnelles développent une grande sensibilité à la menace, à la peur. Hem, Simplement, s'ils vont regarder quelqu'un d'autre, ils vont avoir le sentiment, même si cette personne ne montre aucune émotion, ils vont avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de menaçant. Et l'autre chose, c'est qu'on a remarqué qu'ils avaient aussi un biais attentionnel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à regarder beaucoup plus longuement des stimuli négatifs, donc de la colère, par exemple. Ou alors, à l'inverse, ben, en fait, pardon, non, à l'inverse, des élèves d'école Montessori, ben, eux, ils vont avoir plutôt un biais vers les stimuli émotionnels positifs. Ils vont regarder plus longuement ce qui est positif. Ce qui est extrêmement important parce que ça veut dire que entre 8 et 12 ans, ça veut dire qu'ils sont encore plastiques à cette reconnaissance émotionnelle. Ils sont encore en train de façonner et de calibrer leur, vraiment leur sensibilité personnelle à ces informations-là. Mais c'est la base de ce qu'on utilise pour interagir socialement plus tard avec tout le monde. Donc si on est biaisé et qu'on a le sentiment que tout le monde est potentiellement une menace, eh bien, on va avoir des relations interpersonnelles beaucoup plus compliquées et beaucoup moins heureuses. Mais aussi, on va avoir une attention qui va être beaucoup plus focale parce qu'on sait que quand on a un sentiment de menace, on va avoir tendance à éliminer un grand nombre d'informations puis avoir une attention très focalisée. Alors que plus on a la possibilité de voir les choses positivement, eh bien, notre attention s'élargit, on inclut beaucoup plus d'informations et c'est ce qui aide aussi à avoir une pensée plus flexible. D'accord. Et c'était vraiment passionnant tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. J'ai juste quelques petites questions, plus, voilà, un peu différentes pour terminer. Je me posais la question, quel est votre lien avec justement cette association des écoles romandes Montessori? Alors, j'ai pas un lien direct, mais c'est une association, qui regroupe toutes les écoles Montessori qui souhaitent justement aussi contribuer à l'aspect scientifique de la pédagogie Montessori et dans ce sens-là, ils me soutiennent énormément, hem, aussi pour tout ce qui est communication et divulgation des résultats scientifiques et Mmh. ils s'offrent comme d'être une plateforme et de mettre en lien et de tenir informés les gens qui le souhaitent sur ces résultats-là et voilà. Donc c'est un vrai soutien pour un chercheur parce que, c'est vrai que si on ne peut pas faire connaître nos résultats de recherche, ça a peu d'intérêt Mmh. et voilà, ça D'accord. c'est ce lien-là que nous avons. Et est-ce que vous je me posais la question, est-ce que vous travaillez avec des chercheurs d'autres pays? Oui, ben, Marie-Hélène, en l'occurrence, on a fait une étude ensemble, 2 études ensemble. J'étais allée la trouver, justement avec ses résultats de recherche et puis on a pu vraiment avoir un intérêt commun sur toute cette dimension-là. Avec, Roger Beatty, justement sur tout ce qui est pensée créative, avec aussi un groupe, à Barcelone, avec, quelqu'un en Belgique aussi. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on est chercheur, si on ne collabore pas à l'international, on ne va pas aussi loin. Oui. Et est-ce que vous pourriez rapidement nous décrire un petit peu votre quotidien au niveau professionnel, bien sûr, hein, voilà, moi je serais curieuse en tout cas de savoir, voilà, comment se déroule une journée, une semaine? Alors, c'est des semaines, et des journées extrêmement variées parce qu'on a autant des parties où on collecte des données, donc que ce soit à l'IRM ou dans les écoles. On est beaucoup dans les écoles aussi. Donc ça, c'est une partie du travail, c'est de la collecte de données. Ensuite, c'est du traitement de données, c'est-à-dire que ces données-là, depuis l'IRM jusqu'au moment où on peut faire une publication, il faut comprendre qu'il s'écoule beaucoup de mois, que c'est un travail très conséquent. Donc il y a beaucoup de traitement de données, d'analyse statistique et ensuite d'écriture. Donc ça, c'est une autre partie du travail, donc la collecte de données, l'analyse de données, l'écriture, l'enseignement ou le suivi d'étudiants, parce qu'on travaille beaucoup avec beaucoup d'étudiants. Et donc, il faut les suivre, il faut les former. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est de former et voilà, de contribuer au développement d'étudiants et de leur pensée. Et aussi de leur fournir, d'essayer de mettre en place des cadres et des environnements d'apprentissage pour les étudiants qui soient aussi libres par rapport à l'erreur
parce qu'il faut aussi comprendre il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de faire faux et que ça a un réel impact sur la recherche à l'heure actuelle. Mmh. Beaucoup de chercheurs ont peur de faire faux, ont peur de se tromper, ont peur de dire quelque chose qui va être critiqué et ça limite énormément, la dimension créative de la recherche. Mmh. Eh ben, merci beaucoup Solange, c'était passionnant. Si vous êtes d'accord, on va terminer par les 3 questions habituelles, hein, qui me permettent de terminer chaque épisode. Donc un livre, si vous avez un livre à partager avec les auditeurs, une citation et soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Alors un livre, c'est un peu triste, mais je dois avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de lire un livre autre que des articles scientifiques ou des livres scientifiques. J'ai beaucoup aimé le livre de Stanislas Dehaene, mais il date un peu maintenant, celui Apprendre? qui s'appelle Apprendre. Mmh, En vrai, j'aime beaucoup les livres scientifiques. d'accord. Après, même si c'est des articles ou des livres scientifiques, voilà, allez-y, hein, si vous avez des références. Ouais, je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé Apprendre de Stanislas Dehaene, qui m'a... Voilà, D'accord. je me très bien. Et est-ce que vous auriez une citation à partager? Alors, si je la traduis, c'est peut-être que vous cherchez au niveau des branches ce qui sera visible seulement dans les racines, de Rumi. Mmh, d'accord. Et on va terminer par soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Alors, je vais dire un coup de cœur parce que je trouve que des occasions de râler, il y en a tellement que c'est plus intéressant d'avoir des... Voilà, j'ai vu quelque chose de nouveau et que j'ai trouvé absolument sympathique. Euh, donc la radio suisse romande, qui est la radio suisse locale, a mis en place un système de bonnes nouvelles. Et c'est-à-dire que tous les lundis, on a l'opportunité, si on s'y inscrit, de recevoir ce qui va bien et les bonnes nouvelles et ce qui se passe bien et les nouveautés qui sont intéressantes. Et je pense que on est tellement orienté sur le négatif, mais aussi parce qu'on a une mauvaise culture de l'erreur, que de voir des débuts d'action où on cherche à orienter l'attention des gens sur ce qui va bien, c'est un début, à mon avis, de changement parce que sinon, voilà, on s'en sortira jamais. C'est sûr. Ben, un immense merci d'avoir partagé tous vos résultats avec nous aujourd'hui. C'était passionnant. Merci à vous et puis bon week-end.